Parfait. Est-ce que vous voyez les diaporamas? Yes. Parfait. Donc, ce que vous allez voir, donc déjà bonjour, merci de vous joindre ici aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que ce que vous voyez aujourd'hui, donc comme présentation, c'est le résultat donc de plusieurs années de recherche que je fais quand même depuis 5 ans. Donc, plusieurs de ces travaux ont déjà été présentés soit à l'Agile Tour Montréal ou dans la communauté de pratique de QA Hackathon à Agile Montréal ou dans d'autres tribunes. Je vais aussi préciser le fait que, attention, je ne détiens pas la vérité. Donc, le contenu qu'il y a ici, donc parfois, il y a des avis, mais qui sont personnels et ça n'engage que moi. Vous avez le droit d'avoir des avis différents. Au contraire, j'encourage ça et n'hésitez pas à me le partager. Je voulais aussi vous dire que cette présentation, en fait, que j'ai prise, c'était une présentation que j'ai présentée à peu près en 2021. Et je me suis dit hier, tiens, Samiha, comme on va parler de l'intelligence artificielle, donc de l'impact de l'intelligence artificielle dans le métier des tests, comment en bénéficier et comment en fait tester des projets donc avec un modèle AI. Alors j'ai fait l'expérience. Je dit, regarde Samiha, abonne-toi à ChatGPT 4, essaye de l'utiliser pour revamper ta présentation, la mettre au goût du jour et on va voir ce que ça donne. OK? Donc je vais vous partager, c'est très intéressant comme expérience. Parfait. Donc, je vais juste mettre ça ici parce que parfait. Donc, déjà, qui je suis. Donc, là, quand vous allez avoir donc, accès à la présentation, vous allez avoir accès à mon profil LinkedIn. Donc, il me fera plaisir d'avoir une relation avec vous. Donc, à la base, je suis ingénieure en génie logiciel en 2006. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs choses avant. Je mets aussi que j'étais certifiée SAFE en 2019. Donc, l'agilité à l'échelle. Donc, en ce moment, je suis coach en développement et assurance qualité logicielle chez Desjardins. Je suis aussi en parallèle enseignante chargée de cours au Cégep de Bois-de-Boulogne pour les programmes donc, de qualité logicielle et programmation. Et aussi, donc, je suis fondatrice et de la communauté de pratique QA Hackathon à Agile Montréal, que j'aurai le plaisir donc, de fusionner avec la communauté de pratique de Mouna Belouadi, avec qui enfin, vous avez eu la chance d'avoir la présentation sur la data pour fonder donc, la communauté de l'intelligence artificielle bientôt. Ça va être annoncé bientôt, donc restez à l'affût. L'image que vous voyez ici à droite, c'est ma première donc, sollicitation de chat GPT. En fait, ce que j'ai fait, donc il y avait une image, je voulais juste la mettre à jour pour représenter un petit peu mes soft skills. Et vous allez voir, je vais vous partager le contenu vraiment textuellement tel qu'il a été partagé. En fait, ce que j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit ceci, que je vais vous lire tel quel. Donc, crée-moi une image inspirante qui me représente. Je suis passionnée au féminin, j'aime partager, la spiritualité et la conscience humaine me fascinent. Je suis un peu geek. Je rêve d'un monde juste où la paix est la reine. Je rêve d'un monde où il n'existe pas de guerre. Je rêve d'un monde sans haine. Et c'est ça l'image que ChatGPT m'a proposée. Je vous avoue que je l'ai prise, je l'ai regardée. J'ai commencé à me poser des questions. Et boy, comment je vais valider sur quoi qui s'est basé? Oh, ok. Est-ce que cette image existe déjà sur Internet? Donc, je vous avoue que j'étais dépassée juste par l'image parce que honnêtement, je la trouve belle. Je ne le sais pas pour vous. Je suis un peu émue parce que donc le féminin, donc ça fait une femme, ça me représente. Donc, euh, enfin, en tout cas, moi, je la trouve belle, l'image, et elle a un peu d'émotion. Donc, voilà, ça, c'est ma première demande à ChatGPT. On continue. Donc, aujourd'hui, ce que j'aurai le plaisir de partager avec vous, c'est, avant de parler de comment tester l'IA ou comment optimiser les processus de test en utilisant l'IA, je vais vous parler un petit peu, faire donc un retour, un recul pour un petit peu vous présenter ce que c'est l'IA pour qu'on soit tous à la même place. Je vais y aller. Donc, là, avec finalement, là, les préoccupations que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, c'est comment utiliser l'IA pour optimiser les processus de test et comment tester l'IA. L'image que vous voyez à droite, c'est aussi, ça vient de ChatGPT. Je lui dis, ben, propose-moi une image qui un petit peu met les deux perspectives ensemble. Moi, je l'aime bien, m'en a proposé plusieurs, puis j'ai choisi celle-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'AI? Vous allez voir, ça c'est intéressant. Donc, l'image à droite, c'est aussi, donc dans les slides d'origine, j'avais pas cette image, j'ai mis celle-là.
Donc, avec des mots simples, c'est quoi l'IA? La définition que vous voyez ici, c'était ma propre, en fait, simpliste. Puis, je vais vous lire celle que ChatGPT m'a donnée. Donc, finalement, c'est quoi? C'est apprendre à une machine d'apprendre. Puis après, c'est comme plus que ça, c'est apprendre à une machine d'utiliser son apprentissage pour prendre des décisions et des actions. Donc, ça va encore plus loin. Je vais prendre mon téléphone et je vous lis ce que ChatGPT me dit. En fait, je lui dis, donne-moi une réponse simple, en fait, que ma mère comprendrait si je voudrais lui expliquer l'intelligence artificielle. Et ChatGPT me dit ceci. L'intelligence artificielle ou IA, c'est un peu comme avoir un robot très intelligent qui peut apprendre des choses par lui-même. Imaginez que vous donniez à un robot des milliers de livres de cuisine. Au lieu de les lire page par page, il les comprend instantanément et sait faire toutes les recettes sans jamais les avoir pratiquées. De plus, il peut même créer de nouvelles recettes en combinant ce qu'il a appris. C'est ainsi que l'IA fonctionne. Elle absorbe une grande quantité d'informations, apprend des modèles ou des règles à partir de ces informations, et puis elle utilise ce qu'elle a appris pour faire des tâches, comme reconnaître des photos, comprendre le langage humain ou résoudre des problèmes complexes. Donc, comme ma question c'était par rapport à ma mère, encore une fois, j'étais impressionnée qu'il aille me parler de recettes de cuisine. Effectivement, ma mère adore préparer à manger. Donc ça, c'est un autre exemple. Encore une fois, autant que professionnel de qualité logicielle, quand je lis ça, je regarde, je dis, moi, Samiha, je m'outille comment aujourd'hui pour valider cette réponse? Je vous avoue, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Ok? Je suis juste dépassée par tout ça. Ça processe encore dans mon cerveau. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, ainsi, donc, pour schématiser le modèle, finalement, pour essayer encore une fois de rester un petit peu simpliste, pour distinguer le classique d'un modèle AI. Donc, dans un modèle classique, on a plus donc, des données, on a un programme, des traitements et on a un résultat attendu qu'on est capable de prédire. On sait c'est quoi le résultat qu'on cherche. À l'inverse, l'IA fonctionne comment? Ben, c'est sûr, au début, pour créer l'algorithme initial qui va apprendre, on va dire qu'on est dans le classique. Mais après, ça l'évolue, c'est-à-dire à partir des données, des résultats. Donc, ça va générer d'autres programmes. Je continue. Les modes d'apprentissage. Donc, il y a plusieurs modes d'apprentissage. L'image que vous voyez ici, encore une fois, c'est mon ami ChatGPT qui me l'a créé. Donc, il y a l'apprentissage supervisé. Donc, pour voir l'image un peu, l'analogie, c'est que ce mode d'apprentissage est surtout pour la classification. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on donne plusieurs catégories d'images au modèle, et puis lui, il sera capable de dire, ben ça, ok, ça reconnaît, ça c'est la catégorie des chats, ça c'est la catégorie des chiens, donc il est capable de catégoriser, ça peut être soit par les couleurs, la nature de l'objet, ainsi de suite. Le deuxième mode, donc c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, ça ressemble un peu au premier. Par contre, il n'y a aucune prédiction de départ de ce modèle. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, on donne juste des figures donc, au modèle. Donc ici, comme là, on lui a donné des carrés. Puis, il est capable de dire, oh, tiens, je peux te générer un cube à partir de ça. Donc, tu vois, tu m'as donné initialement des objets que je suis capable de classer, de te dire, donc des carrés, des rectangles et tout. Mais je peux aussi te dire, voici à partir de ces carrés, si je les assemble, ben, je peux te faire un cube. C'est un exemple. Maintenant, quand on va au dernier, donc le deep learning, donc l'apprentissage par renforcement, là, c'est vraiment quand on rentre dans la robotique pure, enfin le deep learning, quand on peut imaginer par exemple Tesla avec son pilote automatique. Donc, on est vraiment dans le deep learning. C'est-à-dire ici, non seulement avec tout, c'est-à-dire on rajoute une couche. Non seulement il est capable de faire le modèle qu'il a fait en dessous, mais il est capable d'aller plus loin, c'est-à-dire de générer d'autres problématiques qu'il apprend à partir de ça et de créer d'autres en fait, situations d'apprentissage nouvelles et puis qu'il traite au fur et à mesure. Donc, je vais continuer. Donc, finalement, là, pour revenir un peu, Imouna, on a parlé ce matin. C'est important de savoir, donc, pour parler de l'intelligence artificielle, fait qu'on a plusieurs disciplines finalement qui constituent l'intelligence artificielle. OK? Ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, moi, le deep learning, c'est une discipline, le machine learning, l'intelligence artificielle qui englobe tout ça. Mais
Vous voyez à droite la partie data science, donc la partie données, c'est l'axe le plus important dans les modèles d'intelligence artificielle. Sans la donnée, l'IA ne peut pas exister. Ça, c'est très important. Et donc, d'associer finalement, quand on parle de tester un modèle AI, oui, vous allez le voir, il va y avoir une portion, une large portion sur la donnée. Bon, habituellement, quand je fais mes présentations, je vais me poser la question, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai des questions jusqu'à maintenant? Mais c'est pas grave. Je vais m'adapter, je continue. J'aime pas faire des monologues. Donc, on voit ici les données au cœur de l'IA. Donc, pourquoi finalement les données sont au cœur de l'IA? Comme on avait vu tantôt, c'est que dans le modèle se base beaucoup sur les données pour apprendre ou générer de nouvelles situations. Et la donnée, quand on l'apprend, la donnée, il y a plusieurs étapes. On a besoin de la récolter. OK, de quelles données j'ai besoin? Le what, le quoi que Mouna essaie. Donc, on n'arrêtait pas de répéter ce matin. Le what, c'est quoi que je veux? Donc, si je collecte, je récolte mes données. Après, c'est pas fini, je les normalise. Les données que j'ai ici, je les réconcilie. Pour les réconcilier, c'est quoi? J'aurais besoin de les nettoyer, décomposer, agréger, mise à l'échelle. Et après, des fois, j'ai besoin de les enrichir. Je vous donne un exemple. Admettons qu'une banque qui voudrait mettre en place un système d'intelligence artificielle pour traiter, je dirais, donc sa clientèle qui fait des demandes de carte Visa. Donc ici, on est d'accord, donc la donnée, ça peut être finalement donc la donnée de citoyen ben, qui fait une demande, qui a un compte bancaire, par exemple. Donc, ces données-là, ces données-là, elles se retrouvent, d'ailleurs, by the way, il y a plusieurs bases de données libres, on est partout, qui sont accessibles. Et en fait, elles sont dans un état brut. C'est-à-dire, mon modèle à moi, il ne sera pas capable de les consommer telles quelles tout de suite pour pouvoir les analyser. Donc, moi, par exemple, enfin, on prend la donnée, mettons, je vais prendre la donnée de Samia, je vais me permettre de prendre la donnée de Mouna, et on va voir, par exemple, dans le profil de Mouna, il me manque des informations. Par exemple, je n'ai pas les informations sur l'âge et j'ai besoin, mon modèle en a besoin. J'ai pas, je sais pas, j'ai pas le genre. Je dis n'importe quoi, je sais pas si j'aurais besoin. Anyway. Mais dans les informations de Samia, par exemple, j'ai d'autres données manquantes. OK, j'ai pas, je sais pas moi, j'ai pas le métier. OK. Et que mon modèle, par exemple, a besoin de ça pour pouvoir proposer, par exemple, je dirais un score, enfin, un score pour le crédit. Ben là, mon modèle, enfin, la partie enrichissement, elle fait quoi? C'est-à-dire, elle va normaliser, elle va dire la donnée dont on a besoin, enfin, le schéma, c'est ça. Les données qui sont manquantes, exemple Mouna, OK, va chercher si on ne peut pas trouver cette info ailleurs et l'enrichir, la compléter, ou alors on va mettre une hypothèse. Une hypothèse sur la base des autres informations, on met la donnée. Comme ça, quand ces données-là arrivent dans le modèle AI, elles arrivent propres. Donc, c'est pour ça que c'est important de considérer le volet données quand on parle d'intelligence artificielle. Là, d'aller plus loin, donc on va aller avec les fausses idées de l'IA. Il y en a beaucoup, je ne sais pas, je serais curieuse d'entendre les vôtres. Mais moi, elles s'empilent, elles changent avec le temps, hein. Comme je vous dis, ce que je vous fais aujourd'hui, honnêtement, je ne suis plus dans le même état d'esprit qu'il y a 5 ans, parce que d'autres fausses idées, et ni quand il y a 3 ans, ni il y a 2 ans, ni encore moins aujourd'hui avec ce que j'ai vu hier. Donc, les fausses idées, les machines apprennent toutes seules. Bon, c'est clair, elles ne peuvent pas apprendre toutes seules parce qu'il faut au moins un humain pour développer le modèle initial. Quoique, je mets le point d'interrogation, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un humain ou alors un algorithme assez puissant peut proposer un autre algorithme? Les machines font preuve d'objectivité. Là, c'est ça. Fait que là, c'est sûr, il y a, d'ailleurs, vous allez voir dans les tests, les machines, quand elles, ben, on a vu, il y a plusieurs modèles où on voit bien qu'il y a des problèmes d'éthique, des problèmes, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, en Angleterre, à un moment donné, il y a eu un système qui a été exploité pour à peu près avoir des probabilités de récidive donc d'individus. Et systématiquement, par exemple, le modèle répondait, enfin, le taux de récidivité pour donc une race noire était plus élevé que la race blanche. Et pourtant, dans les données, dans les faits, dans les vrais, ce qui s'est produit, c'est que les personnes qui étaient soumises au modèle, qui étaient de race blanche, c'est elles qui avaient comme un taux de récidive, enfin, qui avaient récidivé dans les faits. Donc, vous voyez, donc ça, c'est juste comme un warning, puis vous allez voir d'ailleurs un peu
dans les types de tests, c'est important d'intégrer les tests de ce genre. L'IA n'a pas d'impact sur les métiers en TI. Moi, ça, c'est comme aujourd'hui, je vous envoie un message, OK? Il faut arrêter de faire le déni, sincèrement. Elle est là, l'intelligence artificielle. Et elle va changer nos métiers. Elle va les changer. Donc aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faudrait se mettre en marche, commencer à comprendre ça, et puis voir comment on peut embarquer dans la vague et ne pas se laisser dépasser. Parce que souvent, c'est ça l'erreur, hein. Quand il y avait Internet, avant que ça fasse tout ce que ça fait, ben oui, il y a tout le temps l'humain, il aime rester dans sa zone de confort. Puis non, ouais, non, ça va pas changer, c'est n'importe quoi, c'est rien, c'est les extraterrestres, ces trucs. Mais moi, je vous dis, c'est un message que j'envoie parce que j'observe beaucoup, honnêtement, aujourd'hui, je trouve, surtout en tant que communauté d'assurance qualité, je trouve qu'on est loin un petit peu. On se laisse dépasser par tous les événements. Que ce soit les événements liés à l'IA, que ce soit les événements liés au cadre, au changement de cadre méthodologique comme ce que ramène l'agilité. Donc, moi, c'est comme un message fort que j'envoie aujourd'hui. L'IA n'est pas utile dans mon entreprise, non? Dans notre cas, nous, ça ne s'applique pas. Ou alors, si on s'est développé dans un modèle classique, ça prend les mêmes compétences pour développer et tester dans un modèle IA. C'est pas vrai. Des machines super intelligentes vont dépasser les humains. Au début, je vous dis, c'est là j'étais sûre, j'affirmais, non, ça va jamais arriver il y a 5 ans. Aujourd'hui, ce que vous voyez à droite, franchement, je ne suis plus certaine. Et d'ailleurs, je serais curieuse de vous entendre. Parfait. Maintenant, on va rentrer dans la préoccupation numéro 1, c'est-à-dire comment nous, en tant que QA, on peut bénéficier de l'IA pour optimiser nos processus de test. Donc, là encore, ça, c'est un contenu, comme vous voyez ici, c'est un contenu qui date, puis je vais vous donner ce que ChatGPT nous dit aussi. Donc, il y a plusieurs applications possibles de l'IA aujourd'hui même. Il y a des outils qui existent, qui ont été prouvés. Donc, grâce à l'IA, on est capable aujourd'hui de générer des cas de tests automatiquement. Il y a des tests automatisés aussi qui sont générés par la bande, c'est-à-dire on peut juste aller naviguer en tant qu'utilisateur, puis selon l'architecture de la solution, notre modèle peut générer donc des tests unitaires automatiquement, des tests API s'il y a des services, puis des tests UX, donc des tests User Experience. La génération de la donnée synthétique. Vous voyez le problème dont on a parlé tantôt, c'est-à-dire que la donnée, c'est un axe majeur dans l'AI. Il y a des outils aujourd'hui qui ont été conçus et développés pour adresser cette problématique, c'est-à-dire pour nous aider à générer de la meilleure donnée synthétique pour nos processus, améliorer nos processus de test. L'analyse d'images sur les captures d'écran, donc reconnaissance d'images. Puis je vais vous donner donc une liste d'outils par la suite. Donc, les tests déclaratifs, c'est-à-dire donc, traduire du pseudocode en étape de test, c'est-à-dire l'inverse. Là, on a à partir des scripts de test, je veux traduire finalement mes cas de test. Suggestion automatique de correction de bugs, allocation dynamique de localisateur, fonctionnalité de test style record, Apply Tool est fort là-dedans, et l'analyse statique du code qui se fait aujourd'hui, ben, il y a des outils comme SonarCube auxquels on ajoute de l'intelligence artificielle pour aller encore plus loin. Donc, ça, ce que vous voyez ici, c'était fait, enfin, le fruit de plusieurs travaux de mes recherches il y a déjà quand même 4 ans. OK, ça passe vite. Ben, je vous rassure ou je vous fais peur. Quand j'ai posé la question à ChatGPT, il veut me faire travailler. Lui, il nous dit ceci. Alors, Oh, Samiha, ça fait 20 minutes. oui, ouais, j'ai beaucoup de contenu. Je vais essayer de faire la suite en 15 minutes. Merci beaucoup. Donc, donc, qu'est-ce que ça me dit? Puis, by the way, toutes ces réponses-là, je les ai mises en commentaire sous les slides que vous allez recevoir, j'imagine, hein, Chang, elles vont être partagées aux personnes pour pouvoir les regarder. Donc, ou alors me le demander sur LinkedIn et je vais vous les envoyer. Donc, ça dit, donc, l'intelligence artificielle peut être appliquée dans le processus de test logiciel de diverses manières, notamment génération automatique de cas de test. Là, ça va, OK, il était déjà là. Donc, l'IA peut aider à créer des cas de test en analysant les spécifications des exigences, en générant automatiquement les tests nécessaires pour couvrir différentes fonctionnalités. Optimisation de la suite de tests. Donc, les algorithmes d'IA peuvent venir nous optimiser, donc nous recommander des optimisations à nos tests actuels.
Test prédictif, en utilisant l'apprentissage machine pour analyser les données historiques, l'IA peut prédire quels aspects du logiciel sont les plus susceptibles de contenir des erreurs, permettant ainsi de prioriser les tests. Reconnaissance visuelle pour les tests d'interface utilisateur. Donc, les capacités de vision par ordinateur de l'IA peuvent être utilisées pour détecter les anomalies visuelles dans les applications avec interface graphique. Test basé sur l'AI pour les applications basées sur le machine learning. C'est-à-dire là, on va utiliser l'IA pour tester l'IA. Détection des défauts, ça y était. Maintenance des tests. Analyse de sentiments. Pour les tests d'expérience utilisateur, l'IA peut analyser les retours utilisateurs pour déterminer le sentiment général envers le produit. 10. Assistance à la décision. Donc, fournir aux ingénieurs de test des recommandations basées sur les données pour améliorer la qualité et l'efficacité du test. Très bien, j'embarque dans la suivante. Là, je parlais les outils que vous voyez ici, ce sont des outils que moi-même j'ai explorés à l'époque, donc en 2021. Donc, je sais que dans IntelliJ, donc, il y a donc AI qui a été intégré pour améliorer finalement le code. AppDiff, Ponycode, c'était, je crois, pour les tests unitaires, si je me rappelle bien, donc ça permettait de générer automatiquement des tests unitaires. Parasoft, c'était pour les tests API. Conformic, c'était pour les tests, donc pour les tests, pour générer des tests automatisés UX. Puis ApplyTool aussi rentre dans la même catégorie. Ça, c'était des recherches donc, que j'avais fait moi-même. Après, hier, comme je vous dis, je n'avais pas le temps, je voulais mettre à jour. Je dis, hey, au lieu que j'aille revalider tout ça, faire mes recherches, peux-tu me dire, donc, pour les applications que tu m'as nommées tantôt, me donner des exemples d'outils qui commencent à s'en servir. Donc là, il me dit, pour le premier cas, génération automatique de cas de test, Catalan Studio. Pour optimisation de la suite de tests, C-Lite. Test prédictif, testim.io. Reconnaissance visuelle, ApplyTools. Ça, OK, on l'avait. Test basé sur l'AI pour les applications basées sur le machine learning, Eggplant. On a automatisation intelligente des tests, Mable. Détection des défauts, Code AI. Maintenance des tests, Parasoft Selenic. Analyse de sentiments, Monkey-Learn. Assistance à la décision, Testcraft. Donc, moi, je vous le dis, en fait, quand je vous partage ça, c'est parce que je veux que vous fassiez partie de la suite avec moi. Moi, je ne sais pas comment on va valider ce qu'il nous raconte ici. On va y aller à la main? On va le challenger comment? On va challenger comment ses réponses. Moi, je vous dis aujourd'hui, je suis démunie en tant que QA. Donc, je vous lance la balle. Je vais vous faire travailler avec moi. C'est pour ça que j'ai fait cette présentation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en commentaire, mais je peux continuer. Donc, je vais juste y aller pour la préoccupation 2, puis on pourra se parler un petit peu plus. Maintenant, on va y aller dans l'autre sujet, c'est-à-dire comment se teste l'IA. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on sait que de plus en plus de compagnies s'en vont vers l'IA, utilisent des modèles AI dans leur entreprise, nous, autant que QA, c'est quoi notre stratégie de test? Est-ce qu'on va continuer à faire comme on faisait avant? C'est-à-dire l'étape classique, faire une stratégie, c'est quoi les types de tests, c'est quoi les niveaux de tests? Ça ne s'applique pas de la même manière. Comment on peut dire au client, hey, donne-moi tous les cas, tous les résultats attendus pour que je puisse faire mon plan test. Ben, ça ne marche plus parce que justement, il veut un modèle qui veut l'aider à atteindre certains objectifs d'affaires. Donc ça ne s'applique plus, par exemple. Et personnellement, ce que je vous raconte ici, je l'ai vécu. En fait, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, ce qui m'a engendré toute cette réflexion, c'est qu'un jour, je ne sais plus, c'était en 2018, j'ai été dans QA Lead dans un projet qui utilisait l'Internet des objets et en plus qui intégrait l'AI. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je demandais vraiment, enfin, je remettais en question tout ce qu'on faisait dans notre équipe parce que ça n'avait aucun sens. Parce qu'en fait, on ne comprenait pas de business model. Donc, on était à côté de la stratégie de test demandée par l'entreprise. Donc, dans la démarche pour tester un projet IA, donc c'est une démarche, ça reste qu'il faut se structurer. Donc, il faut comprendre le modèle d'affaires, c'est sûr, c'est important. C'est sûr qu'il faut tester le code. Il faut tester les données. Il faut tester le modèle. Tester à partir des feedbacks des utilisateurs et tester à partir du monitoring. Puis vous allez voir, j'ai fait un petit schéma donc plus loin qui traduit ça. Bien sûr, vous vous en doutez, oui, j'ai posé la question à ChatGPT pour lui dire, peux-tu me donner une stratégie?
il m'a donné une réponse. Il dit comprendre les objectifs, collecte et préparation des données. Jusque-là, ça va, j'étais pas très nulle. Conception des tests, donc développer des cas de tests spécifiques qui couvriront toutes les fonctionnalités et capacités de l'IA, y compris des tests pour les données extraites. Validation et vérification des modèles. OK, on l'a ici. Test d'intégration, donc évaluer comment le modèle d'AI s'intègre avec les autres composants du système et dans le processus opérationnel global. Automatisation de tests, donc utiliser des outils d'automatisation pour effectuer des tests répétitifs à grande échelle. Test de performance et de charge, vérifier la capacité du système AI de fonctionner sous différentes charges de travail et conditions de performance. Test de sécurité, tester pour la robustesse du modèle face aux tentatives de manipulation ou de corruption des données, comme l'empoisonnement des données. Ça, c'est un nouveau terme, je ne connaissais pas avant. Surveillance continue, donc c'est le monitoring. Après le déploiement, surveiller en continu les performances de l'IA en se concentrant sur les problèmes d'éthique, de biais et de dégradation des performances au fil de temps. Donc, vous voyez ici, la surveillance continue, c'est ici qu'on va venir aussi valider la conformité du modèle par rapport à la réalité. Est-ce que mon modèle n'a pas les mêmes biais cognitifs que l'humain qui l'a développé? Vous voyez, on va loin, on va dans la conscience. Retour et itération, donc utiliser les retours des utilisateurs et les performances en production pour affiner et améliorer le modèle d'AI. Alors, c'est sûr, je ne sais pas si vous le savez, vous l'avez remarqué, chaque modèle AI qu'on déploie en production, on lui associe un modèle de feedback parce que c'est important. Puis après, ces feedbacks, de plus en plus, les modèles ont la capacité à les traiter automatiquement pour s'améliorer. OK, donc jusqu'à quand j'avais fait ça, oui, je l'avais, mais c'était plutôt des traitements manuels, c'est-à-dire on collectait les feedbacks, puis il y a une analyse manuelle, puis regarder ce qu'il faut améliorer. Là, non, fait que le modèle est capable d'intégrer ces feedbacks et proposer, donc, enfin, et s'améliorer. Parfait. Donc là, je vais pas, en fait, après la suite des slides ici, c'est comme ça, chacune des slides, je ne vais pas les creuser toutes, dans plutôt chacune des étapes de la démarche. Donc, comprendre le modèle d'affaires, ça ne change pas. Donc, l'image que vous voyez à droite, c'est ChatGPT qui me l'a généré aussi, hein. Donc, comprendre dans le modèle d'affaires, ça, je crois que ça ne change pas par rapport à comment on le fait aujourd'hui. Tester le code de l'IA. Donc, ben oui, les tests unitaires donc, demeurent importants, sachant que la plupart des modèles AI sont développés en Python. Donc, il y a des langages, donc il y en a des langages qui sont assez connus, mais peu connus aussi. Donc, les tests unitaires, c'est pas comme ici dans le modèle AI, de ce que je comprends, on n'est plus dans une pyramide. OK, on va être plutôt dans, OK, on a des tests unitaires, on a des tests d'intégration, mais on va avoir quand même beaucoup au niveau de tests du monitoring à travers donc, les feedbacks utilisateurs. Donc, c'est ça. Si je vais venir donc préparer les données, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais ça, je pense, c'est tout un sujet en soi. Que valider dans la donnée? Là, vous voyez, j'essaie de simplifier. Donc, il y a vérifier la syntaxe de la donnée. Donc, finalement, est-ce que j'ai mes bons schémas tels qu'ils devraient être? Et aussi, valider que chaque donnée générée est bien représentée statistiquement dans l'échantillon d'apprentissage. C'est-à-dire que ma nouvelle donnée n'est pas aberrante. Tester le modèle. Donc, dans le modèle, on va valider sa fiabilité, sa conformité. On va valider si le modèle a généré d'autres nouvelles situations d'apprentissage, parce que pour dire que c'est un modèle AI, il faudrait bien qu'il génère de nouvelles situations d'apprentissage. Valider les performances du modèle d'apprentissage, valider que le modèle ne génère pas de régression par rapport aux situations déjà apprises. Tester à partir des feedbacks des utilisateurs, j'en ai un peu parlé. Donc, l'idée est d'intégrer dans le processus le moyen de traiter automatiquement le feedback des utilisateurs afin d'améliorer le modèle. Quand j'avais fait ça à l'époque, c'était juste une idée. Là, je vous rassure, c'est fait. Je vous rassure ou je vous fais peur, je ne le sais pas. Donc, tester à partir du monitoring. Dans ça, en fait, ça revient à faire quoi? C'est de mettre en place des KPI en production, puis surveiller la consommation CPU RAM, par exemple, le temps de réponse moyen des requêtes, nombre de requêtes, temps de mise à jour du modèle, temps de récupération de la donnée, le stockage, parce qu'il y a ce défi, donc l'AI quand même, avec son apprentissage, donc ça requiert beaucoup de ressources physiques pour le stockage et pour que ça soit robuste. Voilà, donc si on vient donc l'illustration de la vue d'ensemble de la démarche, donc finalement on va avoir un projet, on a la réalisation, mais on veut vite passer
à l'exploitation en production. Dans la réalisation, on a donc les tests unitaires, tests de données, tests du modèle. Puis vous voyez à droite, donc il y a une grosse partie, portion bleue des tests, donc des feedbacks des utilisateurs. Puis tout au long, on voit donc la mise en place des tests de monitoring. Donc tout au long, c'est-à-dire il faut, et à partir des feedbacks des utilisateurs, aussitôt qu'on commence à les avoir. Ouf, j'espère que j'ai fini. Bon, ça, c'est juste les langages de programmation les plus courants dans l'AI. Ça, je ne l'ai pas revérifié. Je vais reposer la question à ChatGPT. Mais à l'époque, quand je l'avais fait, on était dans du Java, Scala, Prolog, Lisp, Python et R. Ce sont les plus utilisés. Mais il y a ceux-là aussi. Et je ne sais pas aujourd'hui dans le marché où est-ce que c'est rendu. Je vais finir avec cette question. J'arrête le partage. C'est ça. Fait que moi, ce que j'aimerais, selon vous, là, le métier du testeur, est-ce qu'il est menacé quand vous entendez tout ça? D'ailleurs, du testeur ou autre chose. Puis là, moi, j'ai fini, hein, donc c'est bon, on peut passer aux questions. Merci pour la présentation. Et oui, en fait, nous avons reçu 3 questions pour vous. Donc, la première serait, pouvez-vous discuter des défis de l'explicabilité et de l'interprétabilité des modèles d'IA en relation avec l'assurance qualité et des approches pour les aborder? La personne ne peut pas poser la question live, hein. Est-ce que je comprends pas bien la question. Est-ce que vous Oh, pouvez, allez je peux où? vous l'envoyer par écrit aussi. Oui, peut-être pour la personne, elle ne peut pas parler. Donc, comment vous pouvez discuter de C'est Les, défis les défis pour expliquer et interpréter les modèles d'IA en ouais, en relation avec relation avec l'assurance qualité. l'assurance qualité et des approches pour les aborder? Alors, ici, moi, de mon point de vue, de mon humble point de vue, avant de pouvoir euh, discuter des défis de l'explicabilité et de l'interprétabilité, il faut se mettre au même niveau. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, en tant que QA, on est en retard. Je vous le dis, comme moi, je cours et j'ai encore beaucoup de choses à comprendre et à apprendre, mais je ne peux pas y arriver toute seule. Et ce que je trouve le défi, c'est finalement comment on simplifie tout ça, tout ce qui nous entoure, pour qu'on puisse digérer ça en tant que QA, commencer à les comprendre. C'est la première étape. Après, comment est-ce que, en relation avec l'assurance qualité, je vous dirais, moi, personnellement, j'arrête de voir l'assurance qualité comme juste une étape dans le processus. J'essaie plutôt de prendre un pas de recul et de dire comment je le vois finalement, dans tout le cycle de développement logiciel. Ça devient, ma qualité, elle est en entier là-dedans. Puis comment moi, en tant qu'experte, je peux étendre mon périmètre et venir aider, par exemple, mon développeur dans un modèle AI que lui aussi, il a les mêmes défis que nous, attention, OK? Lui aussi, il a besoin de savoir, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit tester, comment il doit le tester, comment il doit construire son code. Donc, c'est pour ça que je dis, pour arriver au niveau que tu veux ici, on a vraiment collectivement un travail à faire pour rattraper la machine. Moi, je trouve qu'on est en retard. Je le vois beaucoup, beaucoup. By the way, je l'ai vécu personnellement en 2018. On s'est fait éjecter d'un projet IoT et qui intégrait aussi l'intelligence artificielle pour le calcul de l'énergie, pour l'optimisation. On était à côté de la plaque. On était les QA. Alors, non, donne-moi les. On était, quand je vois du recul, je ris de moi. On était out of scope. En fait, ils nous payaient pour rien. OK? Donc, moi, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je te dirais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre la communauté de l'intelligence artificielle, c'est pour venir démocratiser un petit peu tout ça et démystifier tout ça tous ensemble. Merci pour votre réponse. Donc, la prochaine question que nous avons reçue, c'est quelles sont les principales erreurs à éviter pour les débutants lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle en assurance qualité et comment peuvent-ils garantir des résultats fiables? C'est ça. Encore là, aujourd'hui, un débutant, tu vois la question, QA débutant, je te dis, tu as une marche à faire. Tu ne peux pas venir avec juste tes paradigmes que tu as vus dans les STQB ou que tu as vus dans tes formations et venir dire, je vais le comprendre. Tu as d'autres compétences à aller chercher. Je te dis, moi d'ailleurs, entre autres, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est pourquoi, c'est exprès, je me suis abonné à ChatGPT version 4. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Je le teste, le modèle. Je le teste et je suis en train d'imaginer, OK, comment je m'outille, comment je valide, je ne le sais pas. Donc, il faut se pratiquer, tester.
Donc, oui, oui, la présence, là, je vois parce qu'il y a un commentaire. La présence humaine est importante, je suis d'accord, mais il faut qu'on arrive au niveau. C'est ça que je dis. Elle est importante, mais on a des choses à comprendre aujourd'hui parce que ça nous dépasse. Je vous le dis, je l'ai fait hier. Il me propose des choses, je ne suis pas capable. OK, je commençais à imaginer, OK, comment je teste ChatGPT? Tiens, on va travailler chez OpenAI, OK? Ça serait quoi nos cas de tests? On va les bâtir comment? C'est-à-dire ce que je dis, juste nos compétences QA, elles ne sont plus suffisantes ou génie logiciel. Il faut aller chercher les autres compétences rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est que sur Internet, sur YouTube, il y a plein d'informations qui peuvent nous aider là-dessus. Exact, toujours. Et même en avant de la parade, je dirais. Plus, parce qu'on est QA. On doit dire, on doit aider à développer de la qualité. Merci pour la réponse. Et la dernière question que j'ai ici serait, avez-vous des astuces ou des meilleures pratiques que vous avez découvertes au fil de votre expérience? Je vous dirais, si j'avais pas fait l'expérimentation hier, honnêtement, j'aurais répondu en affirmatif avec ce que je connaissais avant. OK? Et je vous dirais que là, en toute transparence, je suis démunie. C'est-à-dire peut-être les modèles simples de classification simples. Ben, ici, c'est de dire, OK, de comprendre c'est quoi le modèle de données, puis d'aller s'asseoir avec des data scientists, de voir lui comment il fait manuellement, comment il crée son échantillonnage et tout, de répliquer les traitements. Et aujourd'hui, si on prend ChatGPT, encore une fois, si ta question, je la pose sur ChatGPT, je n'ai pas de réponse. J'utiliserai ChatGPT, tiens, pour le tester, tu vois. Quand je suis rendue là, développer un ChatGPT pour tester ChatGPT. En toute transparence, c'est la réponse que je vous donne aujourd'hui, vraiment, et en toute humilité.